C'est parti donc, Hugues Hector, Patrice Talon, l'incompris du chef de l'État, l'incompris chef d'État engagé. Oui, on peut se permettre quand même de reconnaître aujourd'hui que le chef de l'État, Patrice Talon, a été incompris de la plupart de nos concitoyens. Parce que depuis 2016, où il s'est retrouvé à la tête de notre pays, vous savez, tout ce qu'on a pu dire sur sa personnalité. Déjà, juste au lendemain des élections de 2016, les premières remarques, c'était on se retrouve avec un chef d'État qui n'a que de maquettes. On se retrouve avec un gouvernement maquette. Et de tout temps, quand vous essayez de vouloir parler un peu de ce que le président Patrice Talon apporterait comme contribution au développement de sa nation, on vous dira simplement non, laissez-le. Il est dans les questions de maquette. Il ne fait que rêver. Mais au bout de 8 années d'engagement, on peut aujourd'hui se permettre de dire qu'il a pu faire le nécessaire pour notre nation. Sur beaucoup de sujets, on n'aura pas pu le comprendre, on n'aura pas pu être d'accord avec lui. Je vais partir spécialement sur les questions des droits humains, où on va se permettre de dire tout de suite que voilà un chef d'État qui est venu au pouvoir et qui n'a pas cessé de mettre de la pression sur ses concitoyens. Lui-même, il est allé à dire de pouvoir serrer les ceintures pour qu'on connaisse un lendemain meilleur. Et donc, les critiques venant de la part de tous ceux-là qui étaient quand même des défenseurs des droits humains, tous ces acteurs-là, quand on les suit et quand on voit un peu ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés en termes d'impact, et bien évidemment, on peut se permettre de dire que c'était quelqu'un qui était incompris. J'ai eu la chance de discuter avec un compatriote hier qui me faisait quand même comprendre que la démocratie béninoise, elle est en marche. Elle n'est pas statique, elle est en marche. Et le véritable problème auquel nous sommes peut-être confrontés, c'est le simple fait qu'on se refuse de se retrouver dans une nouvelle dynamique. On se retrouve dans une démarche de réforme. Et puisque nous étions habitués à un certain nombre de choses de par le passé, on ne veut pas se dessaisir de ces anciens comportements-là. Avec Patrice Talon, c'est assez clair aujourd'hui. Quand il s'agit de réaliser des infrastructures, que ce soit d'ordre éducatif, que ce soit d'ordre sanitaire, que ce soit des infrastructures routières, la dynamique, elle est toute simple. Vous voyez des entreprises qui prennent les marchés, qui commencent par travailler sans pour autant, j'insiste sur cet aspect-là, sans pour autant faire de la communication, faire de la propagande autour du projet, mais au bout de quelques mois, vous avez le résultat qui est là. Et ça, je ne trouve pas un seul Béninois aujourd'hui qui ne puisse le reconnaître au chef de l'État. On se permettrait de dire c'est quelqu'un qui est très engagé, c'est quelqu'un qui a porté de très grands projets pour notre nation, mais malheureusement au début il n'était pas du tout compris dans sa démarche. Pour le simple fait qu'on a eu toujours des acteurs politiques qui, recherchant leurs intérêts personnels, ne manquaient quand même pas de lui jeter des piques, ne manquaient pas de présenter le chef de l'État comme, entre griffes, le diable à abattre d'une certaine façon. Parce qu'en ce moment précis, ils ont perdu tout ce qu'ils ont eu comme avantage sur le plan politique en termes de chantage, surtout à la veille des élections, que ce soit communales ou législatives. Et donc, du coup, les populations qui sont en fait les premiers acteurs bénéficiaires se retrouvent, je vais dire, en face du chef de l'État par rapport aux infrastructures qui sont organisées, qui sont réalisées. On me dira peut-être que ce n'est pas que des infrastructures qu'on a besoin pour développer un pays.
Mais n'oublions aussi pas que chaque leader, une fois qu'il a été élu, ou même avant qu'il ne soit élu, a pu avoir ce qu'on appelle le programme de société. Même si les populations béninoises, dans l'ensemble, n'arrivent pas à élire le chef de l'État en fonction du programme de société qu'il permet d'avoir, on peut se permettre quand même de reconnaître que dès que la personne est élue, la personne n'a pour vocation ou pour ambition que de mettre en exergue son programme de société. Donc, le chef de l'État, Patrice Talon, ma foi, depuis pratiquement 8 ans où il s'est retrouvé à la tête de notre pays, il n'a mis que des stratégies en place pour atteindre un idéal. Faites un tour, par exemple, au niveau du boulevard de la Marina. Quand vous quittez la place de l'aéroport, quand vous vous retrouvez au carrefour Erevan, et quand vous allez vers le port autonome de Cotonou, vous voyez comment le boulevard est si beau. Voyez un peu tout ce que ça dégage comme propreté. Dès que vous vous retrouvez par exemple au niveau de la place de l'Amazone, vous avez un personnel sur place qui fait du nettoyage à tout moment parce qu'on se dit cet espace-là accueille les touristes. Cet espace-là accueille des personnes qui sont venues découvrir ce que notre pays a de plus cher en termes de potentialité touristique et culturelle. Donc quand je regarde tous ces résultats aujourd'hui, je me permets quand même de dire que voilà un chef d'État qu'on a pu vilipender d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, Patrice Talon, c'est un humain. Et pour tous les acteurs qui se retrouvent dans l'action, à des moments donnés, ils peuvent commettre des erreurs. Il peut arriver qu'ils commettent certaines fautes, traitées même de fautes assez graves. Mais je me dis, en 8 ans de parcours, il a fait beaucoup de choses pour notre pays. Et si on pouvait même avoir d'autres chefs d'État, qui aient pu porter une vision encore plus holistique en termes de culture de citoyenneté, en termes de mise en valeur des potentialités, que ce soit touristiques, culturelles, que notre pays détient, je me dis, d'ici une vingtaine d'années, nos enfants pourront être fiers de pouvoir dire « je suis béninois ». Parce que, je vous donne un exemple simple. Quand vous voyez les Américains avec leur drapeau, regardez tout le respect qu'on leur concède. On leur concède ce respect-là parce qu'il y a une cinquantaine d'années, il y a un siècle en arrière, d'autres Américains ont accepté de faire un sacrifice pour l'avenir. Donc je me dis, ceux qui aujourd'hui se retrouvent sur le territoire béninois comme vous et moi, et qui sommes en vie et portant le titre de Béninois, nous sommes un peuple sacrifié pour permettre à ce que l'avenir soit meilleur radieux pour notre nation. Alors, Roland Toneiques, pensez-vous comme Hugues Hector que le président Patrice Talon est un incompris du peuple en tant que chef d'État? Pensez-vous, comme Hugues Hector, que les nombreuses réalisations des infrastructures par la ville de Cotonou et d'autres villes environnantes suffisent, ces réalisations suffisent pour le peuple béninois, pendant que le citoyen lambda a faim presque, peine à trouver une ration au cours de la journée? Pensez-vous qu'il est vraiment incomplet? Alors, moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention Hugues Hector Zogo. Je dis oui, le chef de l'État a réalisé des choses qu'on peut apprécier. Et je crois qu'à ce niveau, on n'a pas de débat à faire là-dessus. Mais le développement du pays n'est pas que ça. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut mettre dans la balance. Les voies ont été réalisées par Patrice Talon, c'est des voies de qualité, des infrastructures de qualité. Mais déjà à ce niveau, je voudrais demander à tous les Béninois, combien est-ce que le boulevard de la Marina a coûté au contribuable béninois? On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui.
Les réalisations faites que nous chantons, que nous proclamons, c'est bien fait, c'est très bien fait. Il a du goût, de la finesse. Est-ce qu'un Béninois lambda peut se lever pour dire cette voix qu'on a réalisée, ça a coûté tel montant exactement? On n'en sait rien. Donc à ce niveau, je ne pense pas que tout est rose. Il y a bien des choses à reprocher à ce système. Alors, Patrice Talon l'a compris. Bon, oui, à bien des égards, il peut être incompris. Et d'ailleurs, quand on évoque la question des maquettes, je crois qu'à un moment donné, comment vous appelez, les opposants ont tout fait de dire que c'est un gouvernement maquette, je suis d'accord. Mais qu'après, ils ont été pris de coup parce que le chef de l'État a réussi à concrétiser ce qu'il avait comme ambition. Mais n'oubliez pas aussi que dans le cadre de l'asphaltage, beaucoup de voies avaient été signées par Boni avant qu'il ne parte, et le chef de l'État même l'a reconnu. Donc, c'est une continuité de l'État. Alors, je quitte ça, mais quand je rentre dans les réformes, par exemple, il a évoqué la question des droits humains. Écoutez, la question des droits humains à ce niveau, ne nous leurrons pas, ne nous voilons pas la face, ça ne va pas dans notre pays. Ça ne va pas, la question des droits humains, ça ne va pas, si on doit parler de ça. Un certain nombre de réformes aujourd'hui n'arrangent pas le peuple. Est-ce que de 2016 à aujourd'hui, quand on prend toutes les élections, est-ce que les élections étaient véritablement ouvertes pour le peuple béninois, pour que tous ceux qui aspirent à être candidats puissent aller véritablement et simplement aux élections pour être candidats? Est-ce que c'est possible de 2019 à aujourd'hui, campagne 2019, 2020, 2021, 2023? Et quand on voit toutes les stratégies, et j'emprunte en tout cas à Hugues Hector Zogo le mot stratégie. Des stratégies ont été mises en place pour empêcher un certain nombre de personnes d'être peut-être valablement candidats à un moment donné, ou bien de porter leur choix. De toute façon, on sait bien toutes les stratégies qui ont été mises en place, parce qu'en 2019, avec l'élection pratiquement amicale, comme on a pu voir sous le général Mathieu Kékou et Amos Bruno, vous vous rappelez très bien, on a un schéma pareil en 2019. En 2020, on sait comment ça s'est passé. En 2021, on sait comment est-ce que des gens sortis de nulle part ont été, et je continue de dire, c'est des faits valoir qui sont candidats et qui ont validé l'élection de 2021. Ne nous voilons pas. Les réalités sont là. Moi, j'estime que Patrice Talon, sur certains points, a été incompris. Mais sur d'autres points, les gens comprenaient déjà dès le départ que ce n'est pas facile. Et d'ailleurs, quand on commence par peut-être jeter de la pierre sur le régime passé, faisant croire parfois que tout ce qui s'était passé sous Boni Yayi, que ça n'arrangeait pas le peuple, mais situons les responsabilités, qui étaient les vrais acteurs, qui alimentaient les différentes crises, qui étaient les télécommandes en griffe, si vous voulez bien qu'on revienne sur ce thème-là, qui était en vogue jusqu'en 2016, télécommande de Paris. On connaît les acteurs, les tenants, les aboutissants de ce que nous avions subi par le passé comme étant, excusez beaucoup, le bordel politique. Tout le monde est conscient et tout le monde est unanime sur le fait que c'est parti d'un système. Et quand quelqu'un vient, un chef d'État vient, il prend le pouvoir et met en place des stratégies pour ne pas subir ce que son équipe par le passé a fait subir aux autres, là, on n'appelle pas réforme pour développer. Je crois que c'est une stratégie juste pour empêcher les autres de venir faire ce qu'on a l'habitude de faire aux autres par le passé. Et ça, en quoi est-ce que ça nous a permis d'aller de l'avant? Quand je prends les stratégies politiques mises en place aujourd'hui, avec les codes électoraux, différents codes électoraux, et parrainage, par-ci, par-là, comparé à ce que nous avions comme par le passé comme code électoral, et comparé à la constitution que nous avons en 1990, que les gens ont notamment révisé, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'asseoir pour dire véritablement que le code électoral que nous avons aujourd'hui, la constitution votée en 2019, est-ce que véritablement ça nous permet d'aller de l'avant, ou bien ça nous permet d'être stagnant et puis ça crée des crises? Essayons de punir là-dessus pour voir. Et quand on prend du recul, si on veut être honnête, à un moment donné, ce code électoral en vogue actuellement, avec la constitution modifiée à faire le parrainage. Le parrainage, on a vu les gens faire le parrainage au Sénégal, en France, un peu partout. Est-ce que c'est le même mode aujourd'hui? Ailleurs, on permet au peuple, certains acteurs dans certaines communautés, de parrainer un candidat. Et il y a un certain nombre de signatures que les candidats peuvent avoir pour être candidats, les personnes peuvent avoir pour être candidates. Mais aujourd'hui, ici, là, on a circonscrit le cadre du parrainage, en tout cas, le contexte du parrainage dans un cadre donné, au point où certains qui ont une bonne vision, parce qu'on ne me dira pas que c'est seulement dans les partis, là, qu'il y a des gens qui ont une bonne vision pour développer ce pays. Il y a bien des citoyens. Je prends l'exemple, Hugues Hector Zogo qui est là. Il peut bien avoir une bonne vision. Un projet de société bien solide et bien qui arrange le peuple, mieux que ceux que nous allons voir dans les partis politiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, affaire de parrainage, il arrange pour être candidat? Non. Donc, question de parrainage, on peut, je suis d'accord qu'il faut amener le parrainage, mais on peut ouvrir ça et faire comme le modèle au Sénégal.
avoir un certain nombre de signatures, comme en France, il faut avoir un certain nombre de signatures. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, sur ces plans, moi, je pense qu'il n'est pas incompris. Les gens ont compris, les gens ne sont pas d'accord. Et si on veut la paix pour notre pays en 2026, si on veut la paix pour notre pays dans les années à venir, on doit pouvoir d'abord reconnaître à un moment donné que sur bien des sujets, oui, le chef de l'État a fait fort, il faut l'avouer. Il a fait un certain nombre de choses, il a réalisé. Oui, ça change de l'image de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, moi je dis toujours une chose, quand vous allez dans les grandes capitales et que vous revenez dans votre pays, parfois vous voulez descendre, l'avion doit atterrir, que vous regardez ce que nous avons comme toiture, quand vous voyez les routes et que l'avion, en tout cas, cherche à atterrir et que vous voyez un peu, vous avez mal pour votre pays, ça je l'avoue. Et puis, les travaux réalisés aujourd'hui donnent une nouvelle image pour la ville de Cotonou, pour certaines villes du Bénin. Mais pour autant, on ne va pas mettre ça devant chaque fois. On ne va pas mettre ça devant pour perdre de vue les imperfections. Voilà. Il y a des choses que je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, doit pouvoir parfaire avant de partir en 2026. Ce serait à son actif pour qu'il soit célébré comme lui-même l'a souhaité. Très rapidement, Hugues Hector. Oui, je pense que ce débat-là, ça devient très intéressant dans la mesure où j'ai entendu deux aspects très capitaux et qui reviennent de plus en plus. Je prends par exemple la question de la paix. Je me pose la question de savoir, est-ce que nous étions effectivement en paix avant l'arrivée du président Patrice Talon? Et je vais utiliser une expression que le professeur Joseph Yobenu a partagée lors d'une réflexion et qui continue, moi, personnellement, de me faire réfléchir de plus en plus. Il parle de paix-compromission. C'est-à-dire que nous étions dans une démarche de paix. Tout le monde se dit, oui, c'est une paix. Mais cette paix-là, c'est une paix-compromission. Et je trouve qu'il a entièrement raison. C'est la même chose. C'est-à-dire que nous nous retrouvons à nous cacher derrière le mot paix pour refuser de placer le doigt là où il fait effectivement mal. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Quand on parle du code électoral, je fais rapidement la liaison. Quand on parle du code électoral et puis tout le monde crie le nom du président Patrice Talon. Mais ce n'est pas le président Patrice Talon qui se retrouve à l'Assemblée nationale. Je suis désolé. C'est des hommes, je vais vous démontrer un peu le peuple que nous avions eu ou le peuple politique que nous avons eu. C'est des hommes qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Le président Patrice Talon, il est un seul citoyen. Et on peut désobéir à son patron. Laissez-moi finir. Qui décide pratiquement de tout. Non, laissez-moi finir. On peut désobéir à son patron. Vous croyez que les députés de la mouvance peuvent vraiment désobéir au président Patrice Talon? Mais qu'est-ce qui vous empêche de désobéir si vous ne vous êtes pas retrouvé dans un passé, dans ce qu'on peut appeler la compromission? Si de par le passé, on vous a nommé à un poste de responsabilité, et au lieu de servir la République dans la dignité, vous avez passé votre temps à vous retrouver sur les chemins de compromission et que celui qui est au pouvoir sait pertinemment que vous avez mal géré et que d'une manière ou d'une autre, on pourrait vous emmener devant la justice, mais il y a une crainte pour vous systématiquement de dire il faut que je puisse m'aligner. Vous aviez des citoyens qui continuent de s'exprimer librement. Laurent vient de faire quand même allusion à un certain nombre de choses. Combien de citoyens pourront prendre la parole comme lui et dire ce qu'il vient de dire au Bénin aujourd'hui? Simplement parce que, de par le passé, les gens se sont retrouvés tout le temps dans la compromission. On leur confie des postes de responsabilité. Il est juste directeur général. 3 années plus tard, c'est lui qui a peut-être construit 3 ou 4 maisons. Et vous pensez que ça a changé aujourd'hui? Mais moi, à la date d'aujourd'hui... Est-ce qu'on peut... À la date d'aujourd'hui... Au-delà de Non, je vais répondre quand même à la question de Laurent. À la date d'aujourd'hui, ce que je sais fondamentalement, c'est que dès qu'il y a une question de détournement, que ce soit au niveau de la mouvance ou que ce soit au niveau de l'opposition, tous les acteurs se retrouvent devant la criette. Moi, je ne sais pas si vous connaissez des dossiers de détournement dans une structure, par exemple, à la date d'aujourd'hui, où on n'a pas pu emmener les intéressés devant la criette.
Si nous en connaissons, il faut qu'on en parle. Non, moi, vous avez dit, il suffit que la personne soit nommée 3 mois après ou 3 ans après, qu'il construise des réalisations. Parce que moi, je n'ai pas encore parlé d'idée. Non, puisque moi... On a une minorité aujourd'hui qui, du jour au lendemain, s'enrichit. Non. C'est obvious aussi de tout le monde. Écoutez, la minorité dont vous parlez, quel est le salaire qu'on a accordé à cette minorité-là? Parce que ne nous leurrons pas, hein. Le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, il a quand même pris la peine de relever le niveau en termes de salaire pour ceux qui se retrouvent à des postes politiques. Pendant qu'on demande au peuple de serrer et au moment où on vous l'a accordé... Et vous trouvez que c'est juste? Mais c'est juste. Pendant que le citoyen lambda nous ne pouvons pas souffre. Le citoyen lambda dont vous parlez là, le citoyen lambda, c'est vous et moi. C'est l'enseignant. Carole. C'est le médecin. Le médecin. C'est l'infirmière. Merci. Puisque vous parlez du médecin, vous connaissez le salaire. Vous croyez que les médecins sont payés Mais le médecin, allez au CNHU aujourd'hui et renseignez-vous. Le médecin béninois aujourd'hui est mieux payé que, puisque nous prenons l'habitude de parler des anciens régimes, en l'occurrence le régime de Boni Yayi. Le médecin béninois, il est mieux payé à l'ère du président, le président Patrice Talon, mieux qu'à l'ère du président Boni Yayi. Non, mais c'est des indices et je vous demande... Pour moi, que les meilleurs médecins qui sont dans les hôpitaux européens puissent revenir chez eux. Mais écoutez, sous le président Boni Yayi, béninois, le président Boni Yayi, ils sont nombreux à avoir sous le président Boni Yayi, eu des bourses pour aller dans ces pays, aller se former. Aujourd'hui, ils sont restés dans ces pays d'accueil parce que le niveau de vie est mieux qu'ici. Il faut le dire. Mais vous voulez dire que ça, c'est encore la responsabilité du président Patrice Talon? Je crois que... Non, justement, vous parlez, vous saluez les efforts du gouvernement. Je salue les efforts du gouvernement parce qu'il y a eu du meilleur comparé. Quand on veut comparer, il faut forcément avoir deux éléments sous la main. Alors, quand moi je prends de 1990, c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une période évolutive. On me dira les réalités de 1990 ne sont pas celles de 2026. Mais toujours est-il que, puisque vous avez abordé la question, vous m'avez posé la question de savoir si le médecin, si l'enseignant, il est mieux payé. C'est juste un exemple. Hein? Oui, c'est juste un exemple et je veux répondre à cet exemple-là. Vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'il est mieux payé? Est-ce que le citoyen lambda est en train de manger? La question que je vais vous poser, elle est toute simple. Est-ce que le citoyen lambda, vous avez manqué votre salaire? Puisque il faut travailler pour réclamer. Ne nous leurrons pas. On a eu un peuple qui s'est enrichi de par le passé sur le dos des politiciens. On a eu un peuple qui ne travaillait pas. C'est la réalité du Bénin, en fait. On a eu un peuple qui ne travaillait pas. Il suffit seulement d'appeler un homme politique et de lui dire « À mes grands frères, moi, je rencontre au cours de ce week-end-là certaines personnes pour qu'on puisse mieux parler du chef de l'État. » Le directeur général, il vous met une enveloppe à disposition. Et ça, c'est l'argent du pays. C'est comme ça que les gens se sont enrichis dans ce pays. Justement, Hugues Hector, est-ce que vous pensez que la réalité a concrètement changé? Mais je dis la réalité, il y a eu d'amélioration. Il y a eu d'amélioration. Ça ne peut pas du jour au lendemain changer. La preuve, vous avez vu tous ceux-là qui se retrouvent aujourd'hui en prison, bien qu'ils aient appartenu au régime qui a travaillé à l'avènement de Patrice Talon. Ça voudrait dire concrètement que nous sommes dans un processus de rééducation de notre peuple. Il faut un citoyen de type nouveau pour le Bénin. Et à la date d'aujourd'hui, le sacrifice que vous et moi sommes en train de faire, ce sacrifice-là va porter pour nos enfants demain. Et je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Il ne faudrait quand même pas qu'on se leurre et qu'on pense un instant que c'est toujours en faisant comme ça a été fait de par le passé. Je vous donne un exemple simple pour terminer. En venant ici, au niveau de la télévision, cette voie-là, vous avez vu comment elle est en construction? Et pourtant, cette voie-là, sous Boni Yayi, a été financée en double voie. Mais en double voie, est-ce que ça a été réalisé? Ça n'a pas été réalisé. C'est au vu et au su de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Tout le monde savait que ce financement-là a été bouclé. L'argent est passé par où? Voilà des réalités sur lesquelles je ne suis pas d'accord quand on parle de cette façon-là de Patrice Talon.
Moi, je crois que on Pour va pas. Hugues Hector Zongo, Je crois qu'on va Talon pas. est l'incompris du peuple On béninois. va pas Très s'ériger. On rapidement. va pas s'ériger en détracteur ou en avocat de Patrice Talon sur ce plateau. Mais quand on évoque les questions de malversation sous le régime précédent, Hugues Hector fait bien de préciser, de parler de la voix là. Vous savez, il y a des acteurs, des gens qui ont été ministres, qui ont été directeurs techniques, qui ont été, en tout cas, tout ce que vous voulez, et qui savent très bien comment est-ce qu'ils ont foutu ce bordel. Quand je prends celui qu'on est en train de dégager à l'entrée Porte-Nouveau, on connaît ceux qui ont foutu ce bordel. Certains ont été députés au cours de la 8e législature. Et qui sont avec le chef de l'État. Ils sont dans la... Vous savez, c'est cette hypocrisie, en fait, qui ne nous permet pas d'avancer au Bénin. Dès que vous êtes citoyen, la Constitution vous concède le droit, d'accord? Dès que vous êtes citoyen et vous connaissez un dossier de malversation, la Constitution vous concède le droit de saisir la justice. Il ne suffit pas de rester juste dans sa lecture et de dire, oui, nous connaissons. Vous les connaissez, est-ce que vous les dénoncez? Si vous ne les dénoncez pas, ça voudrait dire que... Si vous ne les dénoncez pas, Carole, si vous ne les dénoncez pas, ça voudrait dire que vous contribuez à cette compromission. Nous allons faire attention aux mots utilisés sur ce plateau. Parce que moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Ça fait 4 ans que je suis sur ce plateau à dénoncer ces imperfections. Je n'ai pas besoin de saisir... Attendez, je n'ai pas besoin de saisir une juridiction. Ça, on connaît. Et ils le connaissent mieux que nous, vous et moi ici. Non, attendez, laissez-moi finir. Ceux dont on parle là, ils le savent. Ils connaissent bien les tenants et les aboutissants. Moi, j'en parle depuis 4 ans. Et je le dirai tout le temps pour dire que ceux qui sont acteurs de ces trucs-là, nous les connaissons et ils se connaissent. Attendez, c'est-à-dire que... Pour dire quoi? On a tout fait de dire Boniaï. Je ne suis pas défenseur de Boniaï. Mais je dis, on a tout fait. Mais il y a des acteurs qu'on connaît. Mais ces acteurs se retrouvent vous êtes journaliste, vous êtes directeur de publication. L'État est une continuité. S'il veut, il peut sévir. Laissez-le finir et je vais prendre la parole. Vous êtes directeur de publication d'un journal depuis des années. Et vous savez, vous connaissez bien les grands dossiers de ce pays. On ne va pas se voiler la face. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que dès lors que ça ne va pas, qu'on n'ait pas peur de dire que ça ne va pas. Écoutez, quand vous dites qu'il y a peur compromission des acteurs, j'ai toujours dit, ces formations politiques que nous voyons aujourd'hui à l'aide de la région, c'est des gens soumis, disciplinés, qui craignent les représailles. Nous ne voilons pas la face. Mais ils craignent des représailles pourquoi? Parce qu'ils ont été des acteurs qui ont nourri la compromission. Oui, maintenant. S'ils ont été des acteurs qui ont nourri la compromission, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas des acteurs qui ont porté le sens de l'éthique et de la morale. Mais pourquoi ça pose un problème. Pourquoi ils se retrouvent avec Patrice Talon? Mais puisqu'ils sont dans la politique. Mais pourquoi est-ce que ceux qui nous ont promis la rupture en 2016 ne se sont pas débarrassés d'eux, par exemple? Mais écoutez, je vais vous donner un exemple très simple. Vous vous retrouvez à vous faire élire... Exemple, c'est Maria Greta II qui a géré ça. Il est où aujourd'hui? Il occupe quel poste dans la République? Mais donnez son nom. C'est pas à moi de vous en parler. Moi, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas, Laurent. Voyez-vous, Laurent, je ne le connais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous allons évoluer. Non, pourquoi vous ne voulez pas me laisser Carole finir? Non, justement, parce que vous ne pourrez jamais vous entendre sur la question. Pas s'entendre. Non, vous ne pourrez jamais. Vous avez défendu votre point de vue. Le point de vue que je défends. Et les téléspectateurs auront le choix de faire la part des choses. Tout à l'heure, j'ai demandé la parole, vous m'aviez dit de laisser Laurent finir. Laurent a fini, pourquoi vous ne me concédez pas le droit de parole? Justement, nous devons aborder d'autres sujets. C'est moi qui ai la police mais vous m'aviez dit d'attendre que Laurent finisse pour avoir... Je vous donne 30 secondes. Alors, en 30 secondes, je voudrais dire ceci. C'est aussi aisé de nous retrouver assez vite à penser que X ou Y porte telle tâche. Mais... dans un régime démocratique où il y a la séparation des pouvoirs, jusqu'à preuve du contraire au Bénin, nous avons une justice. Et donc, le citoyen a la possibilité de saisir la justice. Moi, j'ai reçu plusieurs juristes qui ont saisi la Cour constitutionnelle sur des sujets. Et quand ils n'ont pas été d'accord, ils l'ont dit clairement. Commençons par saisir les juridictions compétentes. Si nous voulons être de bons démocrates, faisons ce que la loi nous recommande. Maintenant, si les acteurs qui doivent jouer cette partition ne l'assument pas, en son temps, nous ferons le bilan. Vous voulez que
Vous voulez pour des gens qui ont les deux Roland, nous allons qui ont la évoluer. bouche là, qui savent où mettre la nourriture, on allait leur montrer encore Roland, comment manger. nous allons Non, évoluer, nous allons parler d'un autre sujet, nous allons rester quand même dans le même registre politique. Il y a Jack Pata qui s'interroge, présidentielle de 2026, pourquoi le calme plat? Pourquoi le calme plat? Roland Toney-Ikes. Non, il y aura calme, vous comprenez un peu, non? On a dit que c'est à 6 mois des élections qu'il faut déposer la candidature. Et il y a à la date aujourd'hui, c'est que, en tout cas, à la date du 4 novembre 2024, il n'y a que 3 formations politiques qui valablement peuvent vous proposer des candidatures. Les démocrates, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Et sachant très bien qu'au niveau de la mouvance présidentielle, il y a beaucoup d'ambitions, et les ambitions qui s'entrechoquent, qui livrent, qui destituent, qui sautent, qui suspendent. On connaît un peu comment ça se passe de l'autre côté, histoire de sortir de leur rang peut-être des éléments gênants et autres. Mais au niveau de l'opposition, c'est que ça réfléchit aussi. Bon, j'ai pu voir hier qu'il y a des images qui ont circulé pour j'ai comme l'impression que c'est un test pour voir des visages qui ont été, en tout cas des images qui ont été publiées par un jeune compatriote qui a produit des petits tests sur ces visages-là. Et on attend de voir si ces visages-là seront les visages qui seront proposés par le Parti des démocrates, on attend de voir. Mais toujours est-il qu'actuellement, je le dis toujours, je ne le dirai jamais assez, nous avons en face de nous un animal politique assez redoutable. Il faut faire attention. Parce que, oui, les gens réfléchiront. L'idéal aurait été de commencer par connaître les candidats, que les gens, puisque déjà on est pratiquement à 1 an, on n'est plus à 2 ans. On est en novembre. Les élections, avec tout ce qui se passe là, c'est qu'on n'a que 2025 pour se préparer. Et donc, quand on regarde tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire clairement que c'est elle qui sera candidat du Bloc républicain ou bien de l'Union progressiste du renouveau, ou bien d'ailleurs même qui sera de faire un Patrice Talon, on n'en sait rien. Au niveau de l'opposition, ceux-là aussi peut-être prennent du recul pour, en son temps, savoir qui prendre pour aller confronter la candidature de la mouvance présidentielle. Mais toujours est-il que, vous savez, quand les candidatures sortent, plutôt les gens ont cette manie de pouvoir détruire, sortir les cadavres des placards, et puis après, la candidature à l'eau, on a pu voir en 2021 quand Patrick Djivo est sorti à la dernière minute, malgré tout ça, la question de quitus fiscal a été ce qui l'a beaucoup fait en tout cas fait souffrir dans une certaine mesure. Et puis après, on a pu voir aussi comment est-ce que ça a fini avec l'avènement des autres candidatures qui sont sorties de nulle part, avec, vous connaissez la vague orange, je ne sais quoi d'autre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le calme aujourd'hui, ça montre clairement qu'il y a une réflexion peut-être profonde autour de ce qu'il faut faire en 2026. Les démocrates n'ont pas droit à l'erreur. Et puis, la mouvance présidentielle aussi réfléchit à ne pas céder. Donc, de ce point de vue, on attend qui va tenter d'envoyer déjà, et puis après, on va attaquer, on va sortir les grands jeux. On attend de voir quand même. Il y aura toujours un calme, et jusqu'en mi-2025, ne soyez pas surpris de voir qu'aucune candidature ne soit clairement dégagée. Mais au niveau de la mouvance, il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens qui, jusque-là encore, sont sceptiques par rapport au départ au nom du chef de l'État. Quand vous les écoutez, c'est vrai qu'ils vont vous dire devant la caméra, dites tout ce que vous voulez, tout le baratin, pour montrer qu'ils sont citoyens, en tout cas engagés pour la mouvance. Mais ils savent au fond pas mieux quand vous les écoutez dans les coulisses, ils ne sont pas encore convaincus et certains pas mieux craignent que, bon, si j'ose dire je vais être candidat aujourd'hui, est-ce que je ne vais pas subir la colère du chef? Donc il y a aussi ça. Hugues. Oui, est-ce qu'on parlerait d'un calme plat? Je ne pense pas. Il n'y a pas de calme plat. Il y a plutôt un peu de recul par rapport aux stratégies qui se mettent en place au niveau des formations politiques et même mûrir davantage la réflexion au niveau des acteurs politiques. Parce que le contexte politique a changé. Avant, on ne parlait pas du système partisan. Aujourd'hui, nous en parlons. Et pour se rendre aux élections, il y a quand même plusieurs critères qui sont venus renforcer le système qui était mis préalablement en place au Bénin. Donc, face à tout ça, avant que quelqu'un ne se déclare candidat, que ce soit même pour les élections communales, parce que on a beau faire de parler bien souvent des élections présidentielles, mais n'oublions pas, 2026, ce n'est pas que les élections présidentielles. C'est à la fois les élections présidentielles,
c'est les élections législatives et également celles communales et municipales. Donc, toutes les personnes qui doivent se positionner d'une manière ou d'une autre sur chacune des listes, que ce soit au niveau des listes de la mouvance présidentielle comme celle de l'opposition, toutes ces personnes-là continuent de mûrir la réflexion. Et il y a quand même des creusets, il y a suffisamment de creusets qui continuent d'une manière ou d'une autre de nourrir le débat. Il y a par exemple, depuis les 29 et 30 juillet 2023, il y a eu ce qu'on a appelé Ininati 2023 et qui a été porté par l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batorkor, et une initiative qui lui permet de dire aujourd'hui qu'on ne peut pas élire le prochain chef d'État, par exemple, sans pouvoir mener une certaine réflexion avec des personnalités qui travaillent avec lui. Et moi, j'ai eu la chance de lire un peu le fruit des travaux qui ont été partagés en 2023, précisément les 29 et 30 juillet, où cette activité a été organisée à Nati Tengou. Et je me suis rendu compte que ce qui se fait, c'est juste parce que les gens refusent de communiquer parfois autour. Donc, il y a une sorte de silence qui se lie, mais en réalité, les gens sont en train de s'organiser autrement. De travailler. Vous avez vu le président Ousmane Batorkor qui est sorti d'ailleurs, qui a donné l'exclusivité d'une interview à notre chaîne de télévision Eden TV Bénin. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 2 semaines qu'il est sorti. Mais depuis 2 semaines, il n'y a pas ce jour-là où on ne parle pas de cette sortie-là. Il y a toujours un pan de sa déclaration qui est analysé par soit un organe de presse écrite ou qui est analysé par une chaîne de télévision. Jusqu'à hier, les débats se sont menés sur des plateaux de télévision. Donc c'est pour vous dire que, en fait, les gens comprennent l'enjeu de ces élections-là. Et les enjeux de ces élections sont assez simples. Tout le monde veut travailler à arracher le pouvoir au président Patrice Talon. Parce qu'on se dit, bon voilà, un opérateur économique qui s'est retrouvé dans le monde politique et qui est devenu encore plus politique que nous qui l'étions. Que les politiciens. Donc du coup, tout le monde se dit, il faut qu'on retourne à la case départ. Mais lui-même, ayant porté une vision assez claire qu'il ne cesse de partager au jour le jour à travers les différentes réalisations que nous connaissons de plus en plus, se dit, il faut qu'on puisse maintenir ses acquis. Et donc, par conséquent, au niveau de la mouvance présidentielle, la réflexion se poursuit. Et au niveau de l'opposition aussi, les gens mènent une réflexion très poussée. Parce que n'oubliez pas, l'ancien chef d'État, Boni Yayi, s'est retrouvé aujourd'hui à être le premier leader de l'opposition. C'est lui qui se retrouve à la tête du plus grand parti de l'opposition aujourd'hui au Bénin, les démocrates, qui vous dit qu'ils ne sont pas en train de travailler, par exemple, à arracher le perchoir de l'Assemblée nationale en 2026. Et donc, si la mouvance prenait, par exemple, la présidence et que l'opposition arrivait à se retrouver au perchoir de l'Assemblée nationale, vous mesurez un peu ce qui va se vivre en termes de choc politique durant la période de 2026 jusqu'aux années qui vont suivre. Et donc, personne ne veut perdre ce grand carrefour de réflexion politique et tout le monde se dit, il faut qu'on prenne du recul. Le jeu qui se mène aujourd'hui, ce n'est plus un jeu au niveau des populations. Hier, c'était avec les populations qu'on arrivait à jouer, mais aujourd'hui, c'est au sein de la classe politique même qu'il faut mûrir davantage la réflexion. Vous ne pouvez plus quitter, par exemple, la mouvance portant la casquette de député pour soutenir ou pour parrainer un acteur de l'opposition. De la même manière, vous ne pouvez plus quitter l'opposition en tant que député
de l'opposition et parrainer un candidat de la mouvance. Donc tout ça, aujourd'hui, fait qu'il y a une sorte de discipline qui s'impose. Le leader politique qui se retrouve à l'Assemblée nationale, il a certes son aspiration personnelle, mais il est obligé de suivre l'aspiration du parti politique qui lui a permis de se faire élire à l'Assemblée nationale. Donc cette discipline-là fait que, même si les gens ont aujourd'hui l'intention de faire des sorties, même si les gens ont l'intention de se retrouver peut-être avec des communautés pour mener de petites actions que nous connaissions, ils sont contraints de suivre la dynamique dans laquelle leur parti politique s'inscrit. C'est une discipline de groupe, de façade. Et d'ici quelques années, on comprendra que c'est juste du façade et ça n'est pas crainte. Ce sera sans commentaire. Ce sera sans commentaire. Alors, nous allons boucler cette analyse, cette rubrique, j'allais dire, par l'affaire Onville, la réaction de Togolaise sur l'affaire Onville. Alors, très rapidement. J'ai vu les réactions hier, j'ai souri. Je souris pourquoi? Quand Rekia Madougou a voulu être candidate au Bénin en 2021 et a dénoncé les défaillances du pouvoir en place, on a tout fait de lui dire qu'elle était allée servir un dictateur au Togo et qu'elle n'a pas de leçon à donner au Bénin. Et quand on voit la réaction du secrétaire général de la présidence, en tout cas du gouvernement togolais, quand il parle et que les gens, en tout cas, partagent ça pour se réjouir, j'ai dit, mais il manque d'incohérence. Parce que de ce point de vue, première chose que je retiens dans cette affaire, un procureur a parlé. Et un secrétaire général du gouvernement vient parler. Ça montre clairement qu'en réalité, on doit craindre. C'est l'émission de l'exécutif dans le judiciaire. On doit craindre ça. Deuxième chose, le Togo n'est plus un pays sûr pour quiconque pense qu'il est opposant ou bien qu'il veut dénoncer quelque chose. C'est ce que ça traduit. Parce que si ça finit comme ça, c'est ce que ça traduit. Troisième chose, je dis une chose, je le dis clairement. Ceux qui aujourd'hui se réjouissent de ce que le secrétaire général du gouvernement togolais a dit, doivent pouvoir comprendre que demain, il ne doit pas revenir ici pour crier à l'injustice. Parce qu'on a vu les gens hier se taire sur les actes d'injustice et qui aujourd'hui en difficulté crient à l'injustice. Donc j'estime que quand nous voulons prendre des positions et défendre certaines positions, nous devons parfois prendre du recul. Oui, c'est bien beau. On ne veut pas la guerre entre le Bénin et le Togo. On ne veut pas de problème entre les deux pays. Je l'ai dit qu'il faut que les deux chefs d'État se retrouvent sur le plan diplomatique à parler et à trancher ce dossier-là. Donc, mais au-delà de tout, c'est-à-dire j'aurais aimé que ce soit, même si le secrétaire général du gouvernement, et même si c'était la pensée du gouvernement togolais, ce aurait été que ce soit le procureur qui prenne la parole et qui dit nous avons mis fin aux poursuites. Parce que cette image, moi, je ne veux pas ça de nos pays africains. C'est pas bien. Justement, peut-être qu'il a été également surpris par la question du journaliste. Peut-être ça, justement. Parce que moi, je me suis dit, c'est un entretien, oui, et puis peut-être que le journaliste l'a surpris. Oui, dans le fédération, parfois, il y a des acteurs peut-être sont obligés de donner des réponses. Voilà. Et puis après, dans la réalité, on se rend compte qu'attention, on n'aurait pas dû dire ça. Mais j'estime qu'au-delà de tout, oui. Il a juste préféré ne pas créer un incident diplomatique. Bon, c'est ma lecture. Hugues, pour finir. Oui, moi je respecte le peuple bénin, le peuple togolais. Et je respecte donc les autorités togolaises. Le Togo, c'est un peuple frère et ami de longue date. Nous partageons beaucoup de choses. Il suffit juste d'avoir 3 heures, 4 heures maximum pour se retrouver sur le territoire togolais. Nous avons beaucoup de frères de nationalité togolaise qui se retrouvent sur notre territoire au Bénin. Il y a plusieurs familles qui se sont retrouvées mixtes Bénin-Togo. Et donc, il y a déjà ce respect-là que nous devons concéder à ce peuple. Maintenant, la deuxième chose, c'est depuis que le secrétaire général du gouvernement du Togo a parlé, est-ce que, de façon officielle, au Bénin ici, quelqu'un a pu relayer? Moi, je n'ai pas vu le secrétaire général du porte-parole du gouvernement béninois relayer, par exemple, ce que... La séquence vidéo a été relayée par le communicant de la présidence de la République. J'ai vu ça. Moi, je dis... Je n'ai pas ce que j'ai vu, moi, quand même. Je dis, je n'ai pas vu le porte-parole du
du gouvernement béninois relayer ce qui a été dit et il ne s'est pas positionné là-dessus. Donc pour moi, ce n'est pas une position officielle de l'État béninois. Il y a eu une sortie qui est faite sur les plateformes numériques. Chacun prend ce qu'il engage et le publie. Chacun est libre de partager ou de ne pas partager une déclaration faite par une autorité togolaise. C'est vrai que le sujet, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui concerne nos deux États, mais moi, je ne voudrais pas me prononcer dessus parce que je n'ai pas encore de façon officielle la position de mon État sur la question. Soit, je trouve aujourd'hui que nous faisons assez vite parfois de nous refuser d'accepter un certain nombre de choses. Celui qui veut critiquer le Bénin a la possibilité de rester au Bénin et de critiquer le Bénin. Moi, je ne suis pas... Vous pouvez essayer de parcourir tout ce que moi je mène comme critique sur le gouvernement de Patrice Talon. Depuis qu'il a été élu en 2016 jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu plusieurs critiques, que ce soit sur la personnalité du chef de l'État, que ce soit sur le gouvernement actuel, que ce soit sur des présidents d'institutions de la République. Mais ça ne m'a pas empêché d'être libre. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il ne suffit pas de dire « je critique » pour me retrouver en dehors du territoire. Quand vous voulez critiquer une autorité, vous choisissez les mots justes pour le faire. Et ça aussi, ça relève de notre devoir en tant que journaliste, de pouvoir aider nos populations à comprendre ce qui doit être. Moi, je ne viens pas pour critiquer. La critique se fait dans un esprit de développement. La critique se fait dans une démarche d'amélioration des conditions de vie. Mais qui veut pas que son pays soit le meilleur au monde? Qui veut pas que son pays soit le pays cité au rang des meilleurs pays de l'humanité? Tout le monde le veut. Mais quand parfois vous avez l'intention de dire ce qui ne va pas, ce qui vous revient de faire en tant que citoyen, c'est de trouver les mots justes. La preuve. Pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire. Merci, je vous donne, pour finir, je vous donne un exemple simple. Prenez nos cours royaux. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec le roi, mais il y a une manière pour vous, en tant que fils de ce royaume-là, de vous exprimer. On me dira que le chef de l'État n'est pas un roi, c'est vrai, mais c'est une personnalité, c'est une institution. Donc quand vous voulez parler du chef de l'État, il y a de la mesure que vous deviez avoir, il y a de l'égard que vous deviez avoir en tant que citoyen. Et si vous le faites, je ne sais pas pourquoi, on viendrait vous empêcher de vous prononcer. En tout cas, merci moi, à vous, je continue de le dire. J'ai été critique sur plusieurs sujets, mais ça ne m'a pas empêché de me retrouver au-delà du territoire national. On a dépassé largement le temps qui nous est imparti.